No, I'm not happy with Jay Powell. I don't think he's doing a good job at all. It's all because of the Fed. So he either is incompetent or he's crooked. If I had the help of the Fed, it would be easier. But that jerk will be gone soon. Cet imbécile, c'est Jérôme Powell, directeur de la Fed, la banque centrale américaine. Donald Trump multiplie les pressions contre l'institution pour qu'elle baisse ses taux directeurs, mais Jérôme Powell refuse de plier face aux injonctions de Donald Trump. Et quand quelqu'un tient tête au président, le ton monte à la Maison-Blanche. Retour au début du XXe siècle. En 1907, une importante crise financière frappe les États-Unis. Le pays se rend alors compte de l'importance d'avoir un système fédéral de réserve qui puisse fournir des liquidités en cas de crise. En réaction, la Fed voit le jour en 1913. La Banque centrale est dotée d'un double mandat. Elle doit à la fois assurer la stabilité des prix, en maintenant des taux d'intérêt modérés à long terme, et soutenir l'activité économique en favorisant le plein emploi. La Fed est dirigée par un conseil des gouverneurs, dont les 7 membres sont nommés par le président des États-Unis et confirmés par le Sénat. Ils ont à se justifier, ils sont comptables devant le Congrès américain notamment, mais ils sont censés mener leur politique monétaire de façon absolument indépendante. Avant l'élection présidentielle de 1972, Arthur Burns, à l'époque directeur de la Fed, subit les pressions du président Nixon, qui veut maintenir à un niveau bas les taux directeurs, soit les taux auxquels la Banque centrale prête de l'argent à court terme aux banques commerciales. Ça va alimenter le cycle inflationniste dans les années 70, et c'est à ce moment-là qu'on a toute une littérature qui se développe, en fait, qui explique pourquoi il faudrait qu'on détache un peu la politique monétaire des pressions politiques et du cycle électoral. Depuis les années 70, les présidents américains, justement à cause des risques d'inflation qui avaient frappé tout le monde, avaient respecté l'indépendance de la Réserve fédérale. Mais ça, c'était avant que Donald Trump ne revienne au pouvoir. Depuis le début de son 2e mandat à la Maison-Blanche, le président républicain multiplie les pressions contre le conseil des gouverneurs de la Fed. Il tente de destituer la gouverneure Lisa Cook, nommée à ce poste par Joe Biden. Il nomme à un poste vacant son conseiller économique Stephen Miran, grand défenseur des droits de douane et de la baisse des taux d'intérêt. Et il invective vertement Jérôme Powell, qu'il avait pourtant lui-même nommé à la tête de la Fed en 2017. À l'approche des élections de mi-mandat de novembre 2026, Donald Trump cherche à relancer l'économie américaine à court terme, malgré le risque d'inflation à long terme. Économie et inflation sont 2 des thèmes qui lui ont permis de reprendre possession de la Maison-Blanche. Mais si les cours de la bourse et la croissance ont dépassé les attentes en 2025, Donald Trump n'a pas réussi à endiguer l'inflation ni le taux de chômage. Son point de départ, c'est que l'économie américaine va mal, qu'il faut qu'elle aille bien pour que les Américains aiment leur président. Et donc, il trouve que les taux d'intérêt sont trop hauts et qu'il faut les baisser. Et la Banque centrale trouve que c'est pas le moment. Le 11 janvier 2026, la pression contre Powell monte d'un cran. Il reçoit une assignation à comparaître devant la justice. La menace de poursuite pénale découle du fait que la Fed fixe les taux d'intérêt à partir de notre évaluation de ce qui servira au mieux l'intérêt public, plutôt qu'en suivant les préférences du président. Lors d'une visite du chantier de rénovation du siège de la Fed, Donald Trump avait accusé l'institution d'avoir dépassé le budget prévu pour les travaux, soupçonnant une fraude. Jérôme Powell doit maintenant s'expliquer devant un grand jury sur le coût de cette rénovation. Donald Trump nie toute implication dans l'enquête. L'ouverture de cette enquête judiciaire suscite même des réactions inédites à l'international. 11 des principaux banquiers centraux de la planète s'expriment dans une lettre commune. L'indépendance des banques centrales est un pilier de la stabilité des prix, de la stabilité financière et de la stabilité économique dans l'intérêt des citoyens que nous servons. Les banquiers centraux, les plus importants de la planète, ont signé une espèce de pétition, ce qui ne leur ressemble pas normalement, c'est plutôt des gens discrets, habillés en gris et qui ont tendance à raser les murs pour pas qu'on leur pose trop de questions auxquelles ils devraient répondre clairement. Un communiqué qui sonne comme une mise en garde.
Si l'indépendance de la Fed était remise en cause, c'est la stabilité de l'économie mondiale qui en pâtirait. Pour comprendre l'ampleur du risque, il faut garder à l'esprit que la finance est mondialisée et les banques centrales connectées entre elles. Elles fonctionnent en réseau. Selon les besoins en liquidité de l'économie, elles se prêtent de l'argent entre elles. La Banque centrale américaine occupe un rôle primordial dans ce réseau, puisqu'une grande partie de la liquidité de l'économie internationale est en dollars. Ou si la Banque centrale américaine n'était plus indépendante, le président des États-Unis pourrait arsenaliser en quelque sorte le dollar et la fourniture de liquidités en disant « Non, non, moi je veux ça, et si vous ne le faites pas, eh ben vous n'aurez plus de dollars. » Le plus gros risque dans tout ça, c'est que la crise financière se transforme en crise économique, soit le scénario de la crise des subprimes en 2007-2008, quand des banques comme Lehman Brothers ont fait faillite et que le marché de l'immobilier s'est effondré. Mais même sans aller jusqu'à ce scénario catastrophe, une potentielle crise financière aurait des répercussions sur l'économie européenne. Si le dollar se déprécie très fortement, par exemple, en réalité, ça veut dire que l'euro s'apprécie relativement au dollar. Et donc, ça a un impact, par exemple, sur nos propres exportations, qui s'ajoutent aux droits de douane. En cas de crise vraiment extrême, ça pourrait même avoir des répercussions à une échelle individuelle. Ça peut vous impacter si effectivement ça conduisait à de l'instabilité financière qui mettent en difficulté nos propres banques, hein, enfin en tout cas la banque dans laquelle vous et moi nous avons un compte, hein, et que ça conduisait ces banques pour se recapitaliser à rationner les crédits, c'est-à-dire ça aura un impact direct sur l'activité réelle, donc notamment sur les PME. Mais on n'en est pas encore là. Quelle que soit la volonté de mainmise de Donald Trump sur la Fed, il reste encore des contre-pouvoirs qui peuvent lui faire barrage, au moins en théorie. La Cour suprême, bien qu'à majorité conservatrice, a le pouvoir d'empêcher Donald Trump de renvoyer les gouverneurs de la Fed sans motif fondé. L'autre institution qui devrait freiner Donald Trump, c'est le Congrès, et notamment le Sénat américain, qui a la capacité de bloquer les nominations que Trump va faire à la Réserve fédérale américaine. Donc la capacité de blocage du Congrès, elle est forte, mais uniquement si un nombre suffisant de républicains décide de s'opposer ouvertement à Trump. Thanks very much. Le mandat de Jérôme Powell à la tête de la Fed s'achève en mai 2026. Donald Trump va chercher à nommer à sa place quelqu'un qui applique sa volonté de baisser les taux directeurs. Reste à savoir si le Sénat lui laissera le champ libre ou s'y opposera.